Bonjour à toutes et à tous, Romain de Rancy, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Nantes et je vais vous présenter l'organisation générale du bloc opératoire PTMC en situation sanitaire exceptionnelle d'afflux massif de victimes. Donc l'afflux massif de victimes, dite à ma vie, reste une situation bien heureusement exceptionnelle, mais qui va de fait perturber l'ensemble des habitudes des soignants. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les soignants puissent continuer à soigner, même en situation exceptionnelle. Alors pour ça, il faudra développer une ou plusieurs stratégies qui vont être différentes selon les typologies de la crise, mais l'objectif reste de transformer le chaos en quelque chose, disons, d'un tant soit peu organisé. Pour cela, il faudra garder en tête un état d'esprit, c'est celui de se préparer à être surpris. Alors pour cela, il va falloir s'entraîner en amont hein, et se documenter, essayer d'augmenter son niveau de culture sur les situations de crise et la situation des flux massifs de victimes. Alors de nombreux documents sont disponibles et ont été mis en place sur l'intranet. En suivant le lien suivant, vous allez sur pôle et direction, puis ensuite sur la partie PHU12, bloc opératoire, anesthésie, réanimation, et vous aurez accès au tout nouvel intranet avec une zone dédiée pour la gestion de crise euh, qui contient la situation sanitaire exceptionnelle à ma vie. Et donc, vous avez l'ensemble des documents disponibles, à la fois pour le PTMC et dans un futur proche pour la GRL. Alors, si vous avez besoin de consulter ces documents ou d'utiliser ces documents en situation réelle, une armoire SSE est à votre disposition en salle dite de petit déchocage. Vous voyez, c'est une armoire rouge qui reste à votre disposition. Alors sur cette diapositive est représenté le bloc opératoire en situation standard. Vous reconnaissez tous l'accueil, le bloc des urgences, l'ensemble des salles de bloc opératoire, les salles de réveil, donc constituées de la petite salle de réveil et de la grande salle de réveil, la salle d'ALR, la salle dite de petit déchoc et enfin la salle de réunion. En situation de crise et notamment en situation à ma vie, il est évident qu'on va devoir se réorganiser parce que ça n'est pas la même chose de prendre en charge 10 victimes en moins d'une heure que 3 patients polytraumatisés sur quelques heures. Et donc pour cela, on ne pourra pas se permettre de faire le déchocage de l'ensemble des patients en salle opératoire comme on le fait en situation habituelle, mais il va falloir créer une zone de déchocage au sein de la grande salle de réveil et de dédier ainsi l'ensemble des salles opératoires à de l'activité chirurgicale urgente. Donc comme vous le voyez, certaines zones ont été reconfigurées avec la salle de staff de réunion qui devient une salle de régulation du personnel paramédical, la salle d'ALR qui est réservée en priorité à la régulation de l'ensemble des équipes chirurgicales, mais qui peut être dédiée à d'autres objectifs en fonction de la typologie de la crise. Et vous voyez que la petite salle de réveil, elle, pourra être dédiée à une réanimation éphémère si les besoins en étaient nécessaires. Donc on va voir les choses point par point. Un point très important, c'est de comprendre qu'il faut garder la notion de marche en avant et éviter d'avoir des flux de patients qui se croisent. Donc l'idée, c'est que les patients qui rentrent au bloc opératoire suivent une marche en avant euh, en évitant un maximum un retour en salle opératoire, un retour en salle de réveil, etc. L'idée, c'est de garder ce principe de flux continu. Alors les équipes soignantes vont donc être constituées en amont de l'arrivée des patients, si cela est possible évidemment en fonction de la chronologie de la crise. Et donc ces équipes sont constituées à l'accueil et globalement l'idée c'est d'avoir des équipes dédiées avec à la fois un médecin anesthésiste réanimateur, un IAD, un IBOD et éventuellement un aide-soignant. Les internes d'anesthésie de réanimation et les internes de chirurgie pourront accompagner
leur senior, bien évidemment. Donc ici, une photo de la préparation d'une équipe lors de l'exercice SSEA Ma Vie de l'année dernière. Alors, il n'est pas toujours possible de pouvoir faire ce briefing en amont de l'arrivée des patients, selon la chronologie de la crise, mais quand cela est possible, c'est toujours préférable de faire un petit briefing pour s'organiser. Un point très important, c'est le triage. Le triage va s'effectuer en dehors du bloc opératoire, juste en face des portes de l'entrée du bloc opératoire. Ce triage est un point très important. Il est effectué par un binôme médecin anesthésiste réanimateur et chirurgien de triage qui, s'il est possible, devront être des médecins expérimentés. Leur décision est assez binaire. Ils décident de qui n'entre ou n'entre pas au bloc opératoire. Ils n'ont pas pour objectif de soigner directement les patients, à part la mise en place d'un garrot tactique. Et ils pourront être aidés d'une équipe MAR chir pédiatrique si cela était nécessaire. Voici comment ça peut se dérouler. On voit les portes de l'accueil du bloc PTMC. Ici, un médecin anesthésiste accompagné de son binôme chirurgical et l'équipe du SMUR qui amène un patient, manifestement une patiente qui va devoir être prise en charge au bloc opératoire. Un mot sur les patients qui arrivent en situation d'urgence dépassée ou décédés. Les patients en urgence dépassés seront positionnés en grande salle de réveil afin de leur prodiguer des soins de fin de vie adaptés à leur situation. Et les patients décédés seront positionnés à l'accueil du bloc opératoire. Un point important, une fois que les patients sont admis au sein du bloc opératoire, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la jonction, c'est-à-dire à la fois le transfert du patient sur son brancard et de réaliser les transmissions médicales et paramédicales, un peu comme on peut le faire lors de l'accueil des patients polytraumatisés. C'est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Cette étape s'effectuera dans le sas d'accueil, juste après les portes d'admission, près des ascenseurs que vous connaissez bien. À ce stade, un point très important, c'est celui de l'identitovigilance. Il va falloir récupérer dans le dossier du patient la feuille d'identité du patient, lui mettre l'étiquette SSE qui lui est attribuée de fait dès son arrivée, accoler le numéro sinus s'il existe, qui est un numéro préhospitalier, et vous avez la possibilité de noter dans une case de texte libre des signes physiques de reconnaissance tels que la couleur des cheveux, d'éventuels tatouages. C'est un point très important, mais pour lequel il ne faut pas perdre trop de temps pour ne pas perdre de temps de soins du patient. Une fois que cette fiche d'identité patient est complétée, remplie, elle doit être positionnée dans la bannette dédiée et le patient peut continuer le parcours de soins. Justement, sur ce parcours de soins, un des points suivants très importants, c'est le point de la régulation. Ce point de régulation, il va être géré par de nouveau un binôme MAR-chirurgien qui va devoir réguler, c'est-à-dire orienter le patient. Ils vont être positionnés dans le parcours de soins, juste en face du bloc des urgences, et ils seront constitués d'un MAR et d'un chirurgien, et ils vont devoir prendre une décision importante. Ils vont être aidés pour cela d'un tableau qui représente le bloc opératoire avec l'ensemble des salles de bloc opératoire, et ils pourront gérer le flux des patients et les ressources humaines et logistiques. Donc leur objectif à eux, c'est d'orienter les patients soit vers le déchocage, qui se situe, je vous le rappelle, en SSPI, soit en salle d'intervention. Il faudra connaître en temps réel l'état des ressources humaines et des ressources logistiques. C'est un poste assez difficile, mais très stratégique dans la gestion de crise. Ce binôme de régulation sera en lien direct avec la cellule opérationnelle bloc réanimation. On poursuit le parcours du patient en situation sanitaire à ma vie. Chaque patient passera devant le PAT,
c'est-à-dire le poste avancé transfusionnel qui occupera la salle dite de petit déchocage dans cette situation. Une vidéo y est dédiée et voilà à quoi ressemblera le poste avancé transfusionnel qui sera en très grande partie géré par les IAD. Ensuite, le patient ira soit vers le déchocage, soit vers une salle opératoire. Pour ce qui est du déchocage, celui-ci aura lieu en salle de réveil, avec au minimum 4 places de déchocage qui seront montées préalablement par les équipes, et ce nombre de places de déchocage pourra être variable en fonction de la nature de la crise et des besoins nécessaires. Le déchocage se fera donc en grande salle de réveil, et vous voyez ici une image du déchocage en salle de réveil réalisé lors de l'exercice à ma vie de 2023. Les patients qui auront besoin de soins chirurgicaux urgents immédiats seront orientés vers les salles opératoires. Et j'attire votre attention sur un point, c'est que les salles 1 à 5 seront des salles orientées en priorité pour des patients pédiatriques, le cas échéant. En salle d'intervention, un des points importants à comprendre, c'est qu'en situation à ma vie, on n'aura pas la possibilité de faire une chirurgie longue comme on pourrait le faire habituellement en situation standard. Et c'est là qu'intervient la notion de damage control, qui est une notion importante et qui permet de limiter un maximum les lésions hémorragiques et chirurgicales, d'écourter la chirurgie pour diminuer le temps d'occupation des salles opératoires et soigner un maximum de personnes. Pour cela, les règles sont les suivantes. Il va falloir faire des laparotomies écourtées, on dit habituellement moins d'1 heure, dont l'objectif sera de stopper l'hémorragie et surtout limiter la contamination péritonéale. S'agissant des lésions vasculaires, les chirurgiens ne s'engageront pas sur des pontages. Et pour ce qui est de l'orthopédie, l'objectif est de sauver le membre, de rétablir la perfusion et de préserver la fonction en évitant le syndrome des loges et de l'infection. Ces patients seront très souvent éligibles à d'autres interventions chirurgicales dans un second temps, une fois que la crise sera passée. En conclusion, pour cette première vidéo d'introduction générale, c'est de comprendre que l'AMAVie, donc l'afflux massif de victimes, reste une situation sanitaire exceptionnelle qui, de fait, perturbera les habitudes de l'ensemble des soignants du bloc opératoire. Et pour cela, il faut garder en tête qu'il faut garder de la souplesse, il faut s'adapter à la nature et à la temporalité de la crise, et qu'on ne peut pas tout prévoir et qu'il faut s'adapter. Il faudra accepter de travailler en situation dégradée. Vous ferez de votre mieux et ce sera déjà beaucoup. Voilà, je vous remercie pour votre attention